Vous êtes chercheur, député ex-LRM de l'Essonne, inscrit sur les listes électorales depuis le mois de septembre, lorsque vous avez déclaré votre candidature au municipal de Paris. Vous êtes bien informé. Bonjour Cédric Villani. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation à l'agence France Presse. Nous allons ensemble discuter de votre programme sur l'environnement, la pollution, les transports. Mais avant tout, moi j'aimerais savoir quel est votre projet pour Paris d'ici 5, 10 ou 15 ans. Un projet, une vision, une gestion, c'est tout ça à la fois pour une ville. Il faut penser au court terme, il faut penser au long terme. Et ces temps-ci, le débat s'est beaucoup focalisé sur le court terme, parce qu'il y a de l'agressivité, de la tension dans les rues de Paris, et besoin de retrouver très vite de la sérénité, de l'ordre. Et vous me parlez de 5 ans, moi je vais vous dire déjà 4 ans, parce qu'il faut penser que les Jeux Olympiques arrivent en 2024, le moment où il faudra présenter notre meilleur visage au monde. Et que si au moment des Jeux Olympiques, nous avons encore des rues sales, de la bagarre dans les rues pour l'occupation de l'espace, des incivilités, des dealers qui importunent les uns et les autres, et bien c'est ça qui sera dans les journaux dans le monde entier. Et donc la priorité dans l'urgence, c'est de ramener de la sérénité, réduire les embouteillages, mettre en place une police municipale qui amènera de l'apaisement et évitera les incivilités, remuscler les services de nettoiement de la ville pour faire en sorte qu'on ait des rues propres, des allées où on ne se bagarre pas. Plus longue échéance, la mise en place de mesures très importantes, et dans mon programme je distingue les deux. Temps court, réparer 2020, temps long, préparer 2030, le travail qui va s'effectuer sur la décennie, et en particulier la grande révolution écologique que nous avons le devoir de faire. C'est l'échéance à laquelle on aura fait disparaître la mobilité à essence dans les rues, l'échéance à laquelle on aura eu un grand programme de végétalisation de Paris, l'échéance à laquelle on aura réduit très fortement les passoires thermiques, fait de grandes rénovations, amélioré la qualité des transports en commun et travailler de façon très efficace en partenariat avec la Couronne pour construire des projets ensemble à l'échelle grand parisienne. Et à 15 ans, j'espère bien, et même avant, que nous verrons le nouveau Paris, ce Paris agrandi, dans lequel les frontières seront plus celles du périphérique actuel, mais réellement celles qui comprendront aussi les 22 communes limitrophes. Un nouveau Paris végétalisé, écologique, dans lequel aussi tout le travail qu'on aura pu faire sur l'éducation, la culture, la connaissance aura porté ses fruits, en particulier pour réduire les murs d'incommunication, incommunicabilité peut-être, entre les communautés. Comment vous faites pour annexer en fait? C'est ça votre projet? Non, moi j'annexe pas. Alors expliquez-nous comment vous intégrez des communes de la petite couronne. Je parle d'intégration, de rassemblement, mais dans annexer, il y a une nuance comme on impose sa volonté. Et ce qu'il faut se rappeler, quand je vous parle ici de l'agrandissement de Paris, c'est que Paris a cette anomalie, c'est que c'est une capitale qui a grandi à travers les siècles et qui a arrêté son développement au milieu, dans les mêmes frontières que celles des enceintes d'Adolphe Thiers en 1860. 1860, c'était une étape importante pour Paris, et des communes comme Belleville, comme Auteuil, ont intégré Paris. Imaginez ce qui se serait passé si on n'avait pas fait le mouvement à cette époque-là. Et de la même façon, des communes comme Montreuil, comme Courbevoie, comme Montrouge, comme Saint-Ouen, naturellement, elles font partie du bassin de vie de Paris, du bassin de mobilité, du bassin de logement, du bassin de services. Et c'est, j'en suis convaincu, la bonne solution que de les intégrer à Paris. Vous savez, quand on fait les comparaisons internationales, on voit bien, Paris est tout petit. On voit Paris comme la grande ville, mais c'est même pas 100 km², là où Londres en fait 1500, 15 fois plus. Et cette petitesse nous handicape. Elle nous handicape d'abord parce que c'est pas en agissant à l'intérieur de Paris qu'on arrivera à résoudre les problèmes de mobilité, les problèmes d'embouteillage, mais aussi les problèmes de logement, mais aussi qu'on parviendra à lutter contre les inégalités sociales. Ces dernières années, Paris s'est transformé en la forteresse, communiquant de moins en moins bien avec sa couronne. C'est une recette pour la catastrophe. Et il faut réparer ça en urgence. Est-ce que depuis que vous avez proposé justement ce rassemblement avec les communes de la petite couronne, vous avez des nouvelles ou des appels de vos collègues, confrères qui travaillent en fait dans ces métropoles? Est-ce qu'on vous soutient? Vous savez quoi? Je les ai rencontrés, bien sûr, pour la préparation. Je suis allé rencontrer les maires des communes voisines, en particulier pour avoir leur avis, pour leur demander, loin des caméras, qu'est-ce que vous pensez
de cette idée de s'agrandir. Et les réponses ont été un peu toujours les mêmes. D'abord, hors de question de se plier à la volonté parisienne qui nous piétine bien assez, qui est hautain. Et ensuite, ma commune a une identité culturelle propre. On est à Montreuil, c'est pas exactement comme à Paris. Et puis ensuite, ils se disent, mais je crois que c'est le sens de l'histoire. Ça viendra, cet agrandissement. Après tout, Montreuil pourrait devenir un quartier de Paris, comme Belleville est devenu un quartier de Paris avec son identité propre. Et ils ajoutent, et c'est là que c'est important aussi, ça ne pourra pas se faire tant que le statut de maire d'arrondissement est ce qu'il est. Un maire d'arrondissement, aujourd'hui, c'est pas un vrai maire politique. C'est une fonction importante, bien sûr, très respectable. Ce sont des gens très très dévoués, les maires d'arrondissement, mais ce ne sont pas les interlocuteurs politiques du quotidien reconnus par les citoyens. La plupart des Parisiens, d'ailleurs, ne sont même pas capables de citer le nom de leur maire d'arrondissement. Et nous avons le devoir de transformer cela. À une époque qui a besoin de proximité, de démocratie, le maire d'arrondissement doit redevenir le vrai élu local sur qui on compte pour les évolutions politiques, pour l'organisation du quotidien. Et je suis très partisan de la déconcentration des pouvoirs de la mairie centrale vers les arrondissements, aussi bien pour gérer des choses du quotidien, telles que le nettoiement dans les rues ou l'organisation de la sécurité, que pour gérer de grands dossiers d'urbanisme. Revenons sur les programmes. Il y a notamment la question de l'environnement qui est primordiale dans cette campagne municipale. Alors je voudrais savoir quelles sont vos propositions pour lutter contre la pollution atmosphérique, contre la pollution sonore et contre la pollution, la végétalisation peut-être, pour mettre en place de la végétalisation dans cette ville. L'écologie, l'environnement, c'est beaucoup de secteurs à la fois. Et il s'agit d'un côté de s'occuper du quotidien, du ressenti. Nous avons besoin de verre, nous avons besoin d'arbres et de jardins. C'est ce qui ressort le plus souvent quand vous demandez aux Parisiens d'imaginer le quartier, leur quartier tel qu'ils le rêveraient dans 5 ans, dans 10 ans. Et nous avons besoin simplement de pouvoir nous déconnecter du rythme de la vie urbaine et retrouver un petit peu de cette nature. Besoin aussi de respirer un air sain et besoin d'une vie fluide. Le matin, vous vous retrouvez dans un métro coincé, jusqu'à 4 personnes par mètre carré dans les voies, dans les lignes les plus saturées, au premier rang desquelles la célèbre ligne 13, c'est un mauvais moyen de commencer la journée. C'est aussi une forme c'est quelque chose qui vous gâche la journée, qui influe sur votre santé, sur votre bien-être. Et donc, il y a le devoir de fluidifier, organiser les choses, réduire la nécessité d'utiliser sa voiture en ville, et donc tout faire pour développer les transports en commun, pour faciliter la vie au vélo, ça fait partie de l'écologie. Planter des arbres en ville, ça fait partie de l'écologie aussi. Réduire la pollution en surface et aussi en souterrain. On sait que les métros actuellement sont des endroits très pollués, la Palme revenant à la station Aubert, ça fait partie de l'écologie. L'organisation des circuits courts d'alimentation en cantine, dans les cantines, dans les EHPAD, ça fait partie de l'écologie. Et sur tout cela, je propose dans mon programme un grand plan, 5 milliards d'investissements sur le mandat qui vient, c'est à peu près le double de ce que la mandature précédente a engagé, qui travaille sur tous ces aspects, dont 1 milliard consacré à l'amélioration du métro, travailler avec la région pour automatiser les lignes de métro, en particulier travailler sur la 13, sur la 7, sur la 8, travailler sur la dépollution du métro, justement. Il s'agit de bien réguler, par exemple, la façon dont les rames freinent et dont des particules sont produites à ce moment-là. Il s'agit de trouver la bonne façon de réguler les vitesses. En fonction de la vitesse, la pollution est plus ou moins forte. Et la pollution est minimale pour un véhicule qui roule à 70 km/h. Il s'agit de planifier tout cela. Et l'écologie telle que je la prône, ce n'est pas une écologie du doigt mouillé, ce n'est pas une écologie de l'idéologie, c'est une écologie scientifique, rationnelle, s'appuyant sur des études, sur des indicateurs, avec tous les systèmes de mesure pour vérifier la pollution. On a vu il n'y a pas longtemps, quand l'incendie de Notre-Dame a eu lieu, comme on était mal équipé pour détecter la pollution au plomb. On a fait des auditions là-dessus à l'Assemblée. C'est pas admissible ça. Nous avons besoin de capteurs qui nous renseignent au quotidien sur tout ce qui pollue, sur les particules fines, sur le plomb, sur les oxydes d'azote et tout ça. Et la méthode devra passer par plus de diagnostics. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire sur l'incendie de Notre-Dame à ce moment-là, avec justement les dégagements importants de plomb qui est venu polluer pas mal de sols et d'appartements à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a un véritable scandale. Simplement,
au niveau de l'information, au niveau de la détection, au niveau du diagnostic, ça a été trop lent, ça n'a pas été à la hauteur. Quand une catastrophe majeure comme celle-ci se produit, il y a un devoir d'identification, de cartographie et de prévenir immédiatement, de donner les consignes. Nous avons eu justement une audition là-dessus à l'Office parlementaire scientifique que je présidais il y a, je crois, une semaine à l'Assemblée nationale, sur ce sujet, sur toute la chaîne de décision. Et ce qui est apparu, c'est que c'est un sujet qui est morcelé entre différents ministères, avec une chaîne de gouvernance qui manque de clarté. Un rôle de l'État qu'il faut rappeler. La principale recommandation que nous ferons après les auditions, c'est celle d'une simplification et d'une concertation bien plus intégrée des différents acteurs, en particulier pour faire la rétroaction entre les mesures et l'action politique. Ça, c'est aussi mon rôle de scientifique entré aux politiques, de dire les décisions politiques, c'est pas juste la politique, c'est aussi la façon dont on intègre les technologies, les sciences, les diagnostics au service de l'humain. Je vais prendre d'autres exemples par rapport à ce projet, par rapport à ces questions vous avez écologiques. celui des quartiers apaisés, vous avez Quartiers apaisés les est un grandes excellent promenades. exemple, et les grandes promenades. Parlons des quartiers apaisés. Quartiers apaisés, c'est ce concept, et j'ai prévu qu'il y en aura au moins une quarantaine dans Paris, dans lesquels vous avez à l'échelle d'un quartier vous travaillez sur l'apaisement de ce quartier et y créer l'esprit de village, l'esprit de quartier auquel les Parisiens sont souvent très attachés. Ça veut dire éviter que les voitures viennent envahir les voies secondaires et qu'elles restent sur les voies principales. Pour ça, à notre époque connectée, il faut arriver à déjouer les itinéraires, les raccourcis proposés par Waze, et ça veut dire trouver, entre autres, trouver les bons sens interdits qui feront que l'itinéraire que la voiture a envie de prendre, elle sera juste plus un raccourci, donc on ne la proposera plus. Ça veut dire revoir donc les plans de circulation. Ça demande tout un ensemble de modélisation, de prédiction qui se fait aussi avec les outils algorithmiques. Ça demande aussi de travailler à l'échelle du quartier sur la végétalisation, la piétonisation, quelles sont les rues qu'on indique piétonnes près de chez vous et pas seulement sur les grands emplacements touristiques ou emblématiques. Ça veut dire travailler à regagner de l'espace en surface pour l'aménager avec plus de place. Quand vous y pensez, toute la place qui est perdue en surface de Paris avec les voitures qui sont garées, et aussi la gêne visuelle que ça représente, les routes étroites dans lesquelles se bagarrent les vélos et les scooters, les piétons, les trottinettes, on a besoin de regagner de l'espace pour plus de sérénité et d'avoir beaucoup moins de places de parking en surface. Vous aussi, vous les retirez ? Non, absolument. En revanche, je le dis tout de suite. Tous ? La moitié ? 60 000 ? La moitié c'est bien, 60 000 c'est bien. En revanche, il ne s'agit pas de contraindre et de diminuer la circulation par la contrainte ou par la force. Je ne pose jamais les utilisateurs les uns avec les autres. Et je dis tout de suite, il s'agit de travailler sur la façon dont on garde les voitures en souterrain. Et on sait qu'il y a plein de parkings qui sont à moitié vides, voire davantage encore, et aussi à l'extérieur de Paris, dans le cadre d'un grand plan de mobilité qui voit à la fois en grand et en petit. En petit à l'échelle du quartier, en consultant les commerçants par exemple pour savoir quels sont les bons plans de circulation, où est-ce qu'on fait la desserte, les stations, les places de livraison, et en grand, parce que impossible de travailler sur l'immobilité dans Paris sans prendre en compte l'immobilité à l'extérieur de Paris. Aujourd'hui, le stationnement pour quelqu'un qui ne vit pas à Paris, sur plusieurs heures, une journée, c'est quand même plusieurs dizaines d'euros. Est-ce que demain, vous vous engagerez pour que ces personnes qui viennent soit de la grande banlieue, soit de province, visiter Paris en voiture, pourront se garer dans ce cas-là, dans des parkings souterrains, à des tarifs raisonnés, raisonnables ? Paris a le devoir d'être accueillante. Paris a le devoir aussi de bien organiser son espace, exactement comme je vous le disais, et de faire en sorte qu'on ait chacun à sa place. Et oui, je m'y engage. Paris, il faut bien se rappeler, c'est une ville ouverte sur le reste du monde, la capitale mondiale du tourisme, et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut chasser les touristes. En revanche, tout faire pour qu'il n'y ait pas de heurts entre les Parisiens et les touristes. Ça veut dire une régulation plus importante d'Airbnb, ça veut dire une régulation plus importante sur les cartes de tourisme, une flotte parisienne de bus de tourisme, mobilité électrique, mobilité hydrogène, et qu'on puisse justement faire la conversion à l'extérieur de Paris, quand vous avez un car qui vient de Prague ou de qui sait quelle autre ville, qui puisse faire la conversion et aller vers une flotte adaptée, soit des navettes, soit des bus, et qu'on puisse retrouver la sérénité par rapport à l'accueil des touristes. Vous me parlez aussi de l'accueil des
personnes qui viennent de toute la France, oui. Paris, c'est une ville qui accueille de tous les territoires, et d'ailleurs seulement 1/3 des Parisiens sont nés à Paris. Et toute cette ville nouvelle, accueillante, rassérénée, avec un travail sur la sécurité, avec un travail sur la propreté, avec un travail sur le cadre de vie commun, c'est celle-là que nous devons construire ensemble. Vous parliez il y a quelques instants de ces promenades plantées que j'ai inscrites dans mon programme. Cette idée qu'il nous faut aussi ces lieux, ces espaces, ces grands couloirs dans lesquels on pourra se promener dans Paris en profitant du patrimoine, en profitant d'un moment rasséréné. Et l'une de ces promenades reliera la Seine au Stade de France, en passant par le canal Saint-Martin, en passant par le bassin de l'Ourcq, en passant par le canal Saint-Denis. Une autre reliera le bois de Vincennes au bois de Boulogne. Une autre encore s'inscrira dans la petite ceinture. Et cette petite ceinture, nous allons la réaménager, la réhabiliter pour qu'elle soit tout à la fois une promenade, un espace cyclable, une rocade donc dans un nouveau plan de vélo qui s'intégrera dans un grand plan de vélo à échelle de Paris et au-delà aussi, en tout cas qui débordera aussi, et qui permettra aussi d'accueillir des œuvres murales, des espaces de sociabilité, des espaces culturels. Ça, c'est la conception qu'on doit toujours avoir avec Paris. On utilise du patrimoine et on met en place un projet qui est tout à la fois écologique, social, culturel et environnemental. Après, ça c'est la vision, et puis vient le moment des experts où on chiffre tout. 1 milliard pour l'automatisation, la dépollution, l'accessibilité du métro, 400 millions pour ce plan vélo que je vous indique, etc., etc. Revenons sur la question des transports, parce que vous voulez également utiliser l'intelligence artificielle pour fluidifier les rues de Paris. Alors, concrètement, comment vous faites ? Intelligence artificielle, c'est un mot qui alimente beaucoup de fantasmes, mais ça n'a rien d'intelligent. C'est juste de l'algorithmique sophistiqué. Et d'ailleurs, Paris est l'une des capitales mondiales de l'intelligence artificielle parce que nous formons d'excellents chercheurs, d'excellents ingénieurs dans nos universités, dans nos écoles. Ce sera important pour l'avenir qu'on développe encore ça, par exemple en initiant tous nos enfants dès le cours préparatoire au codage, aux projets pluridisciplinaires et à l'algorithmique. Ça fait partie de mon projet pour l'éducation, pour la culture dans Paris. Et l'intelligence artificielle, ce sont ces algorithmes qui vous permettent d'effectuer des tâches. On aurait cru que ça demande de l'intelligence, mais en fait, c'est juste de l'algorithme. Par exemple, les meilleurs algorithmes aujourd'hui, sur une image médicale, savent vous identifier un cancer aussi bien, voire mieux que les meilleurs experts humains. Demain, les voitures, enfin quand je dis demain, c'est dans quelques années, personne ne sait exactement quand, les voitures rouleront sans conducteur grâce à l'intelligence artificielle, où vous avez des logiciels qui, en fonction d'un cadastre, d'un plan d'urbanisme, vous disent automatiquement quels sont les meilleurs endroits pour implanter des panneaux solaires. Ça vient s'inviter dans tous les processus. Il y a 1 an et demi maintenant, c'était quoi, en mars 2018, il y a 2 ans déjà, je remettais au gouvernement un rapport sur l'intelligence artificielle qui a été la base de la stratégie nationale en la matière, où j'insistais sur la façon de le développer dans la recherche, sur les questions éthiques, sur les questions d'environnement. Il y avait tout un chapitre consacré à l'utilisation de l'intelligence artificielle sur l'environnement. Et ça sera important de le mettre au service de tous les processus de la ville. Par exemple, pour le nettoiement, vous avez aujourd'hui des logiciels tels que ceux développés par Cortexia en Suisse, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui vous installez des caméras sur un véhicule, vous balayez, si je puis dire, vous parcourez toutes les rues de Paris, et automatiquement, ça cartographie, ça repère les rues qui sont plus sales que les autres, celles qui ont besoin qu'on revienne les nettoyer, ça vous aide à établir un diagnostic sur la base duquel vous décidez plus en sécurité quels sont les endroits où vous allez repasser, comment vous allez réarranger vos équipes humaines. Vous travaillez un travail rébarbatif qui est de passer dans toutes les rues, qu'on automatise, de sorte qu'on peut se concentrer sur plus de stratégie, les choses qui demandent plus de doigté. Ça, c'est un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle au service de la qualité du nettoiement. Bien sûr, ça ne vous résout pas tout, ce n'est pas miracle, mais ça vient dans une palette d'outils, ça vient avec la modernisation, ça vient avec la réorganisation humaine. Je vais vous donner un autre exemple pour la mobilité. On va en parler, mais d'abord, je rebondis aussi sur votre question sur les mobilités. Mobilité, ce sont des flux, et
on ne peut pas aujourd'hui concevoir un plan de mobilité sans le concevoir avec toutes les mobilités en même temps. Sauf que ces dernières années, on a vu les grandes difficultés qu'a eu la ville de Paris à mettre en place ces plans de mobilité pour au moins 2 raisons. La première, c'est la grande difficulté qu'a montré la ville de Paris à coopérer avec la région Île-de-France. Et sur les transports en commun ? Sur les transports en particulier, sur le métro, sur tous les sujets. Une fonction qui est entre les mains de la région, oui, mais de la présidente de région et non pas de la ville de Paris. Absolument, mais dans laquelle la ville de Paris a le devoir de contribuer, dans laquelle la ville de Paris participe aussi, puisqu'elle siège au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Et les désaccords, les luttes incessantes là-dessus, comme on l'a vu sur le plan des voies sur berge, comme on le voit sur les plans pour le périphérique, ça a miné l'organisation de la ville de Paris. Et tout le monde en a pâti. Et de façon générale, la ville de Paris est une ville dans laquelle vous devez être en coordination, en concertation, et ça a manqué cruellement ces dernières années. Mais pour revenir à l'organisation des transports, vous avez aussi besoin de penser à toutes les mobilités, et pas de faire une fois un plan piéton, une fois un plan vélo, une fois un plan bus. Vous avez besoin de réfléchir à tout cela en même temps. C'est un vrai travail qui demande aussi de la modélisation, qui demande aussi de la planification, où toutes les pulsations de la ville, les flux de voitures, les flux de bus, sont modélisés et pris en compte. Et ça, c'est cette aide à la décision, c'est l'un des rôles les plus importants de ce que peut faire une ville aujourd'hui en utilisant des logiciels, de l'intelligence artificielle, de la planification. À l'international, il y a des exemples comme ça qui ont pris le taureau par les cornes, si je puis dire, là-dessus. Moscou a lancé un grand plan là-dessus. Alors évidemment, Moscou, on sait que ce n'est pas une ville les plus fluides qui soit, mais il faut voir d'où il partait. Et en quelques années, il y a eu des progrès considérables sur la façon de fluidifier, de rendre moins insupportables les embouteillages. Avec aujourd'hui plus de place pour les espaces publics, pour les jardins, et en même temps plus de fluidité pour les voitures. Quand on s'y prend bien, quand on planifie bien, ce n'est pas ennemi l'un de l'autre, le fait de dégager de la place pour les piétons et le fait de travailler sur la fluidité. Et ça, c'est quelque chose dans quoi les logiciels peuvent aider. Et ça fait partie de la vision que je porte, comme vous voyez aussi, les sciences au service du programme public, les experts en bonne entente avec les politiques. Concrètement, vous auriez des caméras installées sur des boulevards ou des avenues clés et où vous verriez à l'instant T, à chaque fois, quelle est la situation de la circulation, ce qui vous permettrait ensuite de réguler les feux de circulation et de les faire plus ou moins longs à l'arrêt ou plus ou moins courts, c'est ça ? Absolument, ça aussi. Ça intervient dans différents axes, le fait de travailler avec de l'algorithmique. Et l'un, est ce que je disais, l'aide à la décision, quelque chose qui vous fait des prédictions, mais aussi l'action en temps réel. Vous pouvez effectivement mieux synchroniser les feux rouges. Et Paris aujourd'hui n'est pas du tout à la hauteur de sa réputation par rapport à ça, pour fluidifier la circulation. Vous pouvez aussi mettre en place de la vidéo-verbalisation pour automatiquement sanctionner les véhicules qui n'ont rien à faire sur les voies cyclables. Vous pouvez aussi utiliser de la vidéosurveillance pour mieux détecter les comportements dangereux, les risques qui se mettent en place ou alerter. Et tout cela... Vous le faites du coup avec la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur. Toujours. Paris est une ville dans laquelle vous êtes obligé de bien vous entendre. C'est une question de compétence aussi. C'est une question de compétence, mais j'insiste là-dessus parce que Paris a tellement souffert ces dernières années de ces luttes politiques incessantes. Et pour la sécurité, vous avez le devoir de coopérer avec l'État, avec la préfecture, avec le ministère. Pour les transports, vous avez le devoir de coopérer avec la région. Et pour beaucoup de fonctions, le devoir de coopérer avec la métropole. Et j'appelle de mes voeux aussi une métropole avec des pouvoirs renforcés sur des questions telles que l'accueil des réfugiés, des migrants, la lutte contre l'exclusion, la réduction des inégalités sociales, la mobilité, les transports, la recherche et l'innovation. Sur tous ces sujets, il faut voir les choses en grand. Vous avez parlé de la propreté. Je me pose quand même une question parce que dans votre programme, vous prévoyez également de ne pas renouveler tous les agents de la ville qui partent à la retraite. Donc, humainement, vous faites comment ? Vous recrutez ou pas ? Ou est-ce qu'en interne, vous allez finalement peut-être amener certains de vos personnels à travailler demain, si vous êtes maire de Paris, sur la propreté ? Il faut se le dire, nous avons un grand besoin de retravailler l'ensemble des services des ressources humaines de la ville de Paris.
On a des services qui se sont renforcés ces dernières années, quelque chose comme 55 000 agents, plus ou moins, ça dépend exactement de comment vous comptez en termes d'emploi à temps plein ou pas, et des dépenses de fonctionnement qui sont aujourd'hui très lourdes, des agents qui effectuent moins de 35 heures. Très précisément, on est à 1552 heures annuelles au lieu des 1607 heures légales. Mais ce que dit la Cour des comptes exactement, mais aussi une question de modernisation, une question de souffrance au travail, des agents à qui on a besoin parfois de faciliter les choses avec la politique du logement ou l'emplacement de leur bureau ou de leur lieu de travail, des agents qui travaillent souvent avec du matériel obsolète, une politique de données, une politique de numérisation qui n'est pas à la hauteur, et le besoin de travailler à moderniser. Je table sur 1% de gain d'efficacité chaque année qui demandera un vrai travail de rationalisation. Certains services devront être rationalisés, certains fusionnés, d'autres devront être modifiés. Par exemple, je pense qu'avec tous les problèmes, je suis convaincu même qu'avec tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sur l'espace public, qui mêlent des questions de nettoiement, des questions liées à l'espace, liées à la façon dont les trottoirs sont occupés, nous avons besoin d'une vraie direction de l'espace public, de façade à façade, qui soit la résultante de plusieurs directions actuellement existantes. Et sur l'ensemble des services, de façon générale, c'est le moment de repenser, de faire ce travail qui était trop longtemps différé, de remettre les choses à plat, dans l'intérêt des Parisiens et des Parisiennes. De se souvenir aussi que nous avons aujourd'hui un budget qui est trop contraint, un exercice de fonctionnement qui dégage seulement 5% de marge chaque année. 5% de marge sur le budget, c'est très peu. Ça vous donne peu de place pour l'investissement et nous avons besoin de regagner de la marge pour l'avenir. La sécurité, c'est aussi un sujet préoccupant pour les Parisiens. Sur l'année qui vient de s'écouler, on a observé une hausse du nombre de cambriolages, de vols à la tire, d'agressions sexuelles. Vous voulez une police municipale à Paris qui n'a pas été encore créée et vous voulez qu'une partie de cette police municipale soit armée. Pourquoi ? Police municipale, c'est une nécessité maintenant. On l'a trop longtemps différée. Et elle est là pour travailler en complémentarité de la police nationale et en bonne entente avec elle, et pour apaiser et pour ramener de la sérénité dans l'espace public. Et là où la police municipale est surtout présente pour des interventions, pour des cas graves, pour des agressions, nous avons besoin d'une police de proximité qui est là, qui connaît bien le quartier, qui est au plus près des citoyens et qui va empêcher les incivilités, empêcher qu'on jette les détritus n'importe où, qu'on s'engueule sur la voie publique, sur la route, que le jeune dealer du coin vienne embêter vos enfants quand vous allez à l'école, qui ramène de la sérénité dans les quartiers qui, ces dernières années, ont le plus fait parler d'eux, ont le plus provoqué la colère des riverains. Et nous avons besoin pour cela d'une police municipale présente sur le terrain. Alors, il y a différentes fonctions. Il y en a dont le rôle sera surtout dans le constat, dans la verbalisation, certains sur la présence, et une brigade d'intervention. Cette brigade d'intervention, elle, pour moi, est la seule partie qui doit être armée au sens d'arme létale, les autres n'ayant pas vocation à l'être. J'ai vu dans certains projets municipaux, que certains vous parlent de 5000 agents armés dans Paris. En fait, quand vous décortiquez la proposition, 5000 agents, ça veut dire partir des 3500 actuels de la DPSP et recruter par derrière 1500 agents et armer tout le monde. Ce qui veut dire confier des armes à des personnels qui n'ont été formés qu'à dresser des contraventions. Ce n'est pas spécialement quelque chose qui me rassure. Et je pense qu'en matière de police, il faut bien avoir en tête la question de la formation, le partage des rôles et bien prendre en compte cette complexité. Mon programme de sécurité, il a été mis au point aussi avec Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, insistant énormément sur ces questions de coopération, de coordination entre les différents corps, et aussi la façon dont on combine l'humain et la technologie, en particulier la vidéosurveillance, dans le respect de l'éthique et de l'écoute des citoyens, mais en utilisant aussi cet outil. C'est une revendication sur le terrain. J'étais en visite à la dalle des Olympiades récemment. Il y avait des commerçants qui me faisaient le récit de certaines de leurs agressions et qui me disaient « Nous avons besoin de vidéosurveillance ici pour aider
à en finir avec cette violence qui se met en place. Est-ce que les 3500 agents existants aujourd'hui, vous les formez pour que demain elles puissent porter une arme, ou est-ce que ce sont les 1500 agents supplémentaires que vous allez recruter qui seront, eux, recrutés pour pouvoir porter une arme? Ce sera une compétence. Pour l'instant, seulement 500 dans cette brigade d'intervention. Donc pour moi, sur les 4500, dans mon projet, 4000 qui sont équipés mais pas armés de façon létale, et 500 qui eux sont armés plus lourdement. À chacun ses fonctions, ses compétences et ses responsabilités dans l'espace public et dans le fait de ce projet collectif de ramener de la sérénité. Une autre préoccupation pour les Parisiens, c'est le logement. Il est difficile de se loger à Paris, il est difficile également de payer un loyer à peu près correct à Paris. Qu'est-ce que vous proposez? Et ce que vous évoquez est grave, on le sait bien, les prix ont monté en flèche, Plus de 10 le 000 euros foncier du est mètre carré. plus de 10 000 euros du mètre carré, les prix du foncier multipliés par 4 en 20 ans, ou quelque chose comme ça, et un risque énorme pour Paris de se dévitaliser. Ça pèse sur toutes sortes ça pèse sur les Parisiens en général, mais aussi de façon très forte sur les commerces, sur l'artisanat, sur les artistes, les créateurs, beaucoup de métiers qui participent à faire vivre Paris. Et nous avons besoin de travailler avec tous les outils à disposition. D'abord l'encadrement des loyers, mais Qui a été mis en place au mois de qui a été mis en juillet, place dans la suite de la loi Elan, absolument, qui en soi ne réglera pas tous les problèmes, mais ne fera pas baisser les loyers. Au mieux, ça limitera la hausse. Nous avons les nouveaux outils de foncière solidaire, tels que mis en place récemment aussi. C'est un clin d'œil à la mairie de Paris, à la mairie sortante, une mesure de Yann Brossard. Il faut savoir reconnaître quand il y a des bonnes idées dans l'équipe Donc vous actuelle. poursuivez, en l'occurrence. Je n'en dirai pas de même pour beaucoup des réalisations de l'équipe actuelle. On peut parler du fiasco de Vélib, du fiasco d'Autolib. On peut parler de la façon dont ont été menées la façon dont la chasse à la voiture a été organisée, la façon dont les Parisiens ont été montés les uns contre les autres. On peut parler de beaucoup de choses. Mais sur le logement, la foncière solidaire était une bonne idée et je le salue. Mais ça ne sera jamais que quelques milliers de logements tout au plus à Paris. Je me suis engagé à 5000 dans mon programme. Je ne pense pas qu'il propose beaucoup plus dans les autres camps. Et si on veut vraiment travailler sur le parc de logements, il faut aller chercher d'autres outils. Il faut augmenter le parc social. Je me suis engagé à atteindre les 25% de logements sociaux d'ici 2025. Ça veut dire 25 000 logements de plus pour arriver aux 290 000 qui correspondront à ces 25%. Je me suis engagé aussi à les mettre en priorité, ces logements sociaux, dans les arrondissements 10, 11, 12, 14, 15. Un bon équilibre entre le fait que ce sont des arrondissements où il n'y a pas une grande proportion de logements sociaux déjà et où le foncier n'est pas si cher que ça. C'est partout cher, mais dans certains arrondissements plus que d'autres. Je me suis engagé aussi à ce que 3 000 de ces logements, 1% du parc, soient réservés à la lutte contre la très grande exclusion. Les sans domicile fixe, qui sont en perdition, qui ont besoin d'un toit et d'un accompagnement psychosocial, psychologique, des mesures de réinsertion. Et ça fait partie aussi, on parle logement, il faut penser à hébergement. Je suis convaincu qu'il s'agisse de la lutte contre la grande exclusion, de la façon de s'occuper des migrés, des migrants, des réfugiés, des toxicomanes, on doit à chaque fois travailler sur deux jambes, une jambe qui est l'ordre dans l'espace public et une jambe qui est l'accompagnement des personnes en difficulté et qu'on a besoin d'organiser programme toit d'abord, logement d'abord, accueil et prise en charge. Donc ça fait partie aussi de ces mesures de logement et une fois qu'on a un peu passé tout en revue, également la régulation plus forte d'Airbnb. Vous voulez limiter le nombre de nuitées par an? Limiter le nombre de nuitées par an à 60 jours, voire à 30 jours, comme ça se pratique dans certaines métropoles internationales, et surtout que ce soit à la main de la mairie, et pas comme c'est le cas maintenant de l'État. Et ce que je veux, c'est qu'on ait aussi plus de contrôle des Airbnb. On parle d'une centaine de condamnations pour l'an dernier, ce qui est ridicule par rapport aux dizaines de milliers de logements qui sont en location Airbnb. Là, c'est non seulement une façon de lutter contre la concurrence déloyale, hôtelière, une façon de retrouver du parc de logements et une façon aussi de rendre service au voisinage des Airbnb réguliers qui se plaignent tellement de la gêne que ça représente, de se retrouver comme à côté d'un hôtel. Une fois que je vous dis tout ça, ça ne suffira pas.
Si on veut résoudre dans la durée le problème du logement, il faudra d'une part regagner sur les logements qui sont vacants ou quasiment inoccupés. C'est énorme. On parle de 17% du parc actuel qui est complètement sous-occupé. Et on a besoin activement de recenser, de diagnostiquer, d'inciter les propriétaires à louer leurs appartements aujourd'hui vacants. Alors pour que ce soit clair, vous voulez rencontrer les propriétaires de ces logements vides et faire un diagnostic, les interroger sur pourquoi ils les gardent vides plutôt que de les mettre à la location. Absolument. Et leur fournir des solutions, leur proposer des assurances contre les locataires indélicats, des solutions clés en main. Rendez-vous compte, on dit que les chiffres nous disent que sur la dernière mandature, c'est passé de 14% à 17% de logements vacants ou sous-occupés. Rien que ça représente 40 000 logements. Encore plus que le parc de logements sociaux supplémentaires que nous allons mettre en place. Et tout ça encore, ça ne suffira pas si on ne travaille pas sur la couronne. J'y reviens sans arrêt, c'est mon obsession. L'avenir de Paris doit s'écrire en grand et la place pour faire des constructions, on ne va pas la trouver dans Paris, parce que c'est déjà hyper construit avec ses 20 000 habitants au kilomètre carré, parce que je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faut mettre des tours partout où on peut, que ce soit à Bercy-Charenton, que ce soit dans le TEP Ménilmontant, ou que ce soit dans des nouveaux projets d'urbanisme comme à Saint-Vincent-de-Paul ou ailleurs. En revanche, je suis de ceux qui pensent qu'il faut travailler sur une offre en grand, en coopération avec la couronne, et se dire que demain, le Paris que nous voulons, c'est un Paris dans lequel on est distribué de façon harmonieuse, de façon régulière, à travers Paris et sa couronne, des logements et des bureaux, des pôles économiques et des pôles de vie, des quartiers vivants partout, de la sérénité, de la sécurité partout, des écoles, des transports en commun, une vraie qualité de vie. Et pour cela, j'ai prévu aussi des projets qui seront en coopération avec les maires des communes limitrophes, jusqu'à 50 millions par an, des projets, un conseil qui rassemblera régulièrement pour discuter de projets d'avenir, les maires d'arrondissement et les maires des communes limitrophes. Par exemple, la mairie du 12e arrondissement et le maire de Charenton avaient naturellement vocation à discuter dès le départ de ce qu'il fallait faire à Bercy-Charenton et préparer ainsi ce nouveau Paris apaisé, élargi, agrandi, vraiment écologique, et dans lequel nous aurons réalisé la révolution de l'éducation et de la culture au service des jeunes, au service du lien citoyen. On aura relevé le défi de la vitalisation des quartiers, le défi de la vie sereine, et où tout le monde pourra se reconcentrer sur l'essentiel. C'est incroyable, comme vous le disiez tout à l'heure, que la première préoccupation des Parisiens et des Parisiennes, ce soit la propreté. Et ils ont raison, c'est juste pas à niveau. Encore aujourd'hui, dans les Échos, il y avait cet article avec des photos en gros plan sur le canal Saint-Martin, toutes les canettes, tout ce qu'on peut voir dedans les lendemains de nuit de fête, et comment c'est pas pris en compte à la hauteur. Ils ont raison de se préoccuper de ça. Mais que ce soit un sujet de préoccupation davantage que la qualité d'éducation de nos enfants, c'est la faillite. Dans la ville lumière, on ne peut pas se satisfaire de ça. Le destin de Paris, c'est d'être la ville dans laquelle on profite de cette cité qui a connu tant d'histoire, tant de culture, tant de rencontres possibles, tant d'ambiance, cette cité où s'écrit l'avenir du monde, en tout cas ça a été ça, et ça doit l'être, et cette cité dans laquelle on puisse profiter de la connaissance, de la culture, de la rencontre d'autrui. Pourquoi est-ce que vous voulez être maire de Paris ? Parce que, avec ma qualité de scientifique, d'intellectuel engagé en politique, c'est moi qui porte le projet à la fois le plus ordonné et rationnel et celui qui a la vision du futur, la vision internationale. On a besoin de scientifiques s'engageant en politique, d'intellectuels s'engageant en politique pour rappeler qu'une ville, c'est pas seulement de la gestion, c'est aussi la vision. C'est aussi le fait de travailler sur la bonne entente entre toutes les parties de la ville, toutes les parties de la société, les scientifiques, main dans la main avec les citoyens, avec les représentants des associations. Et c'est cela mon projet, nourri par mon expérience de vulgarisateur, de directeur d'institut, avec de président d'association, quelqu'un qui s'est engagé pour le développement des projets, pour apporter de nouvelles choses sur la table
au service du bien public. Je vais vous poser la question un peu différemment et vous demander, est-ce que Paris est un bon terrain pour un scientifique de votre niveau pour appliquer en fait des mesures scientifiques et réguler cette ville? C'est la ville rêvée pour cela. D'abord parce qu'il y a tellement de problèmes à résoudre, ensuite parce que c'est la ville que le monde entier regarde. C'est la ville lumière, et le sous-titre de l'ouvrage que je viens de publier là-dessus, que je viens de publier pour exposer ma vision, l'ouvrage s'appelle Le Nouveau Paris, le sous-titre c'est Rallumons la ville lumière, et c'est vraiment cela que nous devons avoir en tête. C'est la ville que tout le monde regarde. Vous allez en Asie, vous allez en Chine, vous allez aux États-Unis, vous demandez quelle est la ville où vous aimeriez vous marier, passer un week-end, profiter de la qualité de vie, et on vous répondra Paris. Et il y a une réputation telle. Alors, je vous le disais tout à l'heure, le jour des Jeux Olympiques, si Paris n'est pas à la hauteur, ça fera les gros titres dans le monde entier. La ville lumière est une ville cendrier, est une ville pleine d'ordures, est une ville pleine d'insécurité. Et nous avons le devoir de renouer avec notre tradition et d'être à la hauteur. Et Paris, c'est cette grande ville d'expérimentation. D'ailleurs, toutes les grandes firmes internationales se sont occupées de mettre en place leur laboratoire d'intelligence artificielle à Paris. Ou encore pour les mobilités, quand il s'agit de mettre en place les nouvelles mobilités, les trottinettes, nouvelles formes de mobilité, ils s'y sont tous mis aussi en se disant « on arrive à conquérir Paris, on va conquérir le monde ». Et d'ailleurs, on a vu tous les problèmes que ça a posé à la puissance publique qui ne s'est pas engagée assez tôt sur le service de la régulation des trottinettes. Paris, c'est une ville où il faut montrer, expérimenter, mettre à concours aussi et toujours se rappeler. Paris, c'est la ville du monde entier et Paris, c'est la ville des Parisiens. Quelle est la mesure phare à retenir de votre programme? L'agrandissement de Paris, c'est une mesure que je suis le seul à porter en ces termes. Il y en a d'autres, il y en a bien d'autres des mesures que je suis le seul à porter dans cette élection. Par exemple sur le niveau de la démocratie, par exemple sur certains aspects, par exemple sur la culture, etc. Mais l'agrandissement de Paris, je pense que c'est fondamental et ça touche à la fois aux grands enjeux et au quotidien. Pensez que la métropole de Paris aujourd'hui, la métropole du Grand Paris, n'est pas à la hauteur de ses ambitions. La métropole du Grand Paris, c'est 6 fois plus d'habitants que la métropole de Lille et 6 fois moins de budget d'investissement annuel. Juste pas à la hauteur. Paris aujourd'hui tente de faire les choses en pilotant un tout petit espace alors qu'en fait c'est sur un très grand espace qu'il faudrait agir. L'agrandissement de Paris simplifiera un millefeuille administratif considérable, rapportera le sens de l'histoire, du lien démocratique et c'est une mesure qui agira sur le quotidien, qui permettra d'avoir demain, dans 10 ans peut-être, dans 5 ans peut-être, des mobilités qui seront planifiées, pensées, des solidarités qui seront pensées à la bonne échelle, à la grande échelle. Pourquoi les Parisiennes et les Parisiens devraient-ils vous choisir vous plutôt qu'un autre? Parce que je suis le seul à venir d'en dehors du monde politique, à porter ces valeurs des sciences au service du citoyen et à arriver avec l'ouverture qui caractérise un scientifique et toujours cette ambition de regarder à la fois sur la régulation du court terme et sur le long terme, le sens du long terme et de la façon dont nous allons ensemble transformer les choses. Et vous le voyez bien quand vous regardez mon programme. Il y a beaucoup d'écologie dans mon programme, un gros plan d'investissement à 5 milliards pour les 6 années à venir. Mais ce n'est pas de l'écologie qui se construit juste avec des recettes ou juste avec des mots et des idéaux. C'est de l'idéologie rationnelle qui a été infusée, nourrie de ma culture scientifique, à travers la façon d'aborder les problèmes et les équipes que j'ai pu recruter. Et j'en suis convaincu, au XXIe siècle, dans un monde aussi complexe, la politique, elle doit se faire en mariant les experts, les politiques, les citoyens. Plus de démocratie, plus d'expertise, l'utilisation des sciences et des technologies au service du citoyen et de la réconciliation. Et on a passé tellement de temps ces dernières années dans le monde politique à s'attaquer les uns les autres, à se dézinguer à tout va, qu'il est temps de remettre un peu de hauteur dans le point de vue, dans le débat et de dire enfin, le projet politique, il faut le retrouver en nous, dans nos forces et avancer ensemble. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise aussi en sciences, en mathématiques en particulier.
ténacité, rigueur, imagination. Et bien souvent, quand vous êtes sur le problème, la solution est en nous. Vous avez besoin de tous les autres pour la trouver, cette solution. C'est pareil dans un projet municipal. Merci Cédric Villani. Merci.